Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur national de LFI, donc le patron du parti, puisque Jean-Luc Mélenchon a pris du recul. Le président de la République chahuté à l'étranger comme ça, vous avez mal à la France ou vous vous dites c'est bien fait pour lui? Les deux. Je me dis que c'est la démonstration que cette opposition à la réforme des retraites et la crise politique qu'elle a générée est extrêmement profonde, puisqu'elle poursuit le président de la République partout où il va. Et clairement, ça l'empêche de donner une image de la France sur la scène internationale, qui soit un pays apaisé. Donc je pense que ça devrait être un motif supplémentaire pour entendre la parole qui s'exprime depuis maintenant plusieurs mois dans ce pays, pour reculer, pour essayer de ramener notre pays dans une situation normale. Alors évidemment, on va en parler. Je voudrais qu'on parle de Taïwan, puisqu'il était attendu là-dessus. Il a exprimé, le président Macron, vis-à-vis de Taïwan, une opinion qui a surpris. En substance et en résumé, il dit on ne doit s'aligner ni sur les États-Unis, ni sur la Chine. Est-ce que cette position vous convient ? Je lui dis bienvenue sur le terrain de ceux qui pensent que la France doit avoir en matière de politique internationale une position non alignée. C'est le terme que nous utilisons, qui a souvent d'ailleurs été reproché à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Et une position non alignée, ça ne veut pas dire une position qui s'aligne sur une puissance quelle qu'elle soit, mais une position qui reste à distance des intérêts des différentes puissances qui existent à l'échelle internationale. Je me permets de rappeler que c'est la position assez traditionnelle de la France. C'est celle notamment du général de Gaulle, pour donner cet exemple-là. Mais maintenant, ce que j'observe, c'est que le président de la République, parce qu'il donne l'impression de faire des têtes à queue en matière de politique internationale, nous décrédibilise partout. Il apparaît pas comme un partenaire fiable sur la scène internationale. Parce qu'en même temps, il dit ça, et en même temps, il a essayé, par exemple, de passer un accord avec l'Australie pour vendre des sous-marins pour renforcer la puissance australienne sur la zone Indo-Pacifique, donc vis-à-vis des Chinois. En même temps, il dit une année, l'OTAN est en état de mort cérébrale, et puis 2 ans après, il affirme qu'il faut renforcer le partenariat avec les États-Unis. Sur le conflit ukrainien, le président de la République a été certainement parmi les Occidentaux le plus prudent. Il a même dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Là, vous dites que sur Taïwan, vous êtes d'accord. Si vous êtes des adversaires très résolus en politique intérieure, est-ce que, en matière de politique internationale, vous dites on n'est pas si éloignés l'un de l'autre? Non, je dis que la position qu'il a exprimée vis-à-vis de Taïwan, qu'il faut préciser, qui est la position assez unanimement reconnue à l'échelle internationale, c'est la position qu'on appelle en langage de politique internationale la position une seule Chine, c'est-à-dire il y a une unité territoriale, il y a 2 gouvernements, et donc la solution, elle passe forcément par le fait de trouver une issue diplomatique, de dialogue entre le gouvernement chinois et le gouvernement taïwanais. Ce que vous dites aussi sur l'Ukraine. Et ça ne passe pas ni par une position d'une annexion de force de la Chine vis-à-vis de Taïwan, ni par une position d'indépendance unilatérale de Taïwan, dont je veux dire quand même qu'elle n'est même pas à ce stade demandée par les Taïwanais, puisqu'il y a eu des élections à la fin de l'année 2022 à Taïwan, où le parti qui est arrivé en tête est un parti qui ne demande pas l'indépendance. Il y en a d'autres qui la demandent. Il y a des élections récentes où on verra Donc voilà, je veux dire que c'est une position assez traditionnelle à l'échelle internationale, et je trouve ça positif que le président de la République vienne sur cette position, mais j'aimerais qu'il fasse un petit peu moins de tête à queue en matière de politique internationale. Vous êtes le député de la rue de Tivoli à Marseille où a eu lieu l'explosion. On va écouter la procureure de la République qui donnait une conférence de presse tout à l'heure pour préciser le bilan. Les 4 personnes qui ont été extraites des décombres sont à présent identifiées. Hier soir, donc, les familles de ces personnes ont été informées au niveau du centre d'accueil des familles, donc de l'identification des corps, et donc vont pouvoir récupérer donc leurs proches pour ensuite entamer bien évidemment le travail des obsèques et du deuil pour on en est à 6 morts et encore 2 disparus, je crois. Donc c'est votre circonscription. On a remarqué une prise de parole à l'Assemblée nationale où
Tout le monde vous a applaudi, y compris les ministres qui se sont levés. Vous avez rendu hommage au service de l'État. Est-ce que l'État, les pompiers, est-ce que l'État a bien fonctionné lors de cette catastrophe à Marseille? D'abord, je veux dire bien évidemment notre pensée, toutes nos pensées pour les proches, les familles des victimes, des 6 personnes qui sont décédées et puis des 2 personnes qui sont disparues aujourd'hui. Avoir un mot aussi de soutien pour les personnes délogées. Il y a 200 personnes qui ont dû quitter leur logement, soit pour des raisons de sécurité, soit pour faciliter les interventions. Et oui, bien sûr, il faut rendre hommage, un hommage appuyé, un hommage profond aux marins-pompiers de Marseille, aux sapeurs-pompiers, aux effectifs de la protection civile, à la police municipale, à la police nationale, à toutes celles et ceux qui, il faut le comprendre, depuis maintenant plus de 60 heures, font un travail qui est un travail extrêmement complexe. Et en ce qui concerne les pompiers, un travail qui est extrêmement dangereux puisqu'ils agissent alors qu'il y a des risques d'effondrement des bâtiments qui se trouvent à côté. Donc voilà, oui, leur rendre hommage aussi aux Marseillaises et aux Marseillais parce qu'ils ont fait preuve depuis dimanche d'une solidarité extraordinaire. Vous avez voté dans votre groupe avec une forte majorité la réintégration d'Adrien Quatennens, que quelqu'un qui a été condamné pour avoir frappé sa femme siège à côté de vous à l'Assemblée nationale ne vous dérange pas? D'abord, il faut dire qu'effectivement, Adrien Quatennens a été condamné. Il a aussi écopé d'une sanction politique, puisque notre groupe parlementaire a décidé au mois de décembre de l'exclure de notre groupe parlementaire pendant 4 mois et a fixé un certain nombre de conditions. Le fait qu'il tienne notamment un stage auprès d'une association sur la question des violences sexistes et sexuelles. Il a donc commis quelque chose qui n'était pas acceptable. Il a subi une sanction et c'est normal qu'il ait subi une sanction. Mais je crois qu'il faut être capable de prendre en compte cette question très importante de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et se rappeler aussi qu'on a des principes et notamment un principe qui est que quand on a fait une erreur, quand on a été condamné, ensuite on a la possibilité, une fois qu'on a purgé sa peine, de pouvoir réparer aussi son erreur. Et je crois que dans les discussions qui ont eu lieu avec Adrien Quatennens, il a exprimé lui-même des regrets et une distance par rapport à certaines prises de position qu'il avait pu prendre. Beaucoup parmi les féministes, qui sont aussi votre cible et votre clientèle électorale, beaucoup avaient voté Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas de clientèle électorale, mais... Disons les gens qui votent en tout pour cas, vous. Je pense que oui. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être accusé de passer, comment dirais-je, de passer à côté d'un combat identitaire pour la gauche, de mépriser ce combat que mène un certain nombre de femmes? Je comprends que la décision, lorsqu'elle a été prise au mois de décembre et la décision qui a pu être prise aujourd'hui, je sais que certains vont considérer peut-être qu'elle n'est pas suffisante, d'autres vont considérer aussi, ça a existé, qu'elle était trop sévère. Donc je sais qu'il y a différents points de vue qui vont... Alors là, à gauche, il y a peu de gens qui vous accusent d'être trop sévère. Non, mais dans la société, il y a des gens qui l'ont considéré. Je dis pas que c'est pas mon point de vue, mais ça a été exprimé. Je pense on peut être à la fois attaché et porter comme priorité politique la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais il faut se rappeler aussi que personne à gauche, par exemple, est favorable à l'idée qu'on est condamné ad vitam aeternam quand on a commis une faute et qu'on a la possibilité de réparer ses erreurs. On a le droit au pardon, ça existe aussi et c'est un principe aussi de la justice. Et donc, notre bataille pour la prise en compte des violences sexistes et sexuelles, elle doit s'appuyer sur des principes féministes et des principes de justice. C'est ce que nous avons essayé de faire. Bien. Et pour autant, tous vos partenaires de la NUP sont vent debout contre la décision que vous avez prise cet après-midi. On écoute Sandrine Rousseau des Verts et Olivier Faure, le patron du PS. Une réhabilitation est légitime quand la sanction a été légitimée. Et en fait, là, pendant les 4 mois, il s'est exprimé et on n'a pas eu l'impression qu'il était exclu du groupe, en fait. Nous n'avons pas à juger de ce que fait le groupe insoumis. Ils font bien ce qu'ils veulent et s'ils veulent, ils le réintègrent. Simplement, nous ne voulons pas qu'il occupe la moindre responsabilité dans l'intergroupe de la NUPES. Ça, c'est un intergroupe que nous co-gérons. Et donc là, nous avons notre mot à dire. Alors ça, c'était les Verts et les socialistes, les communistes disent à peu près pareil. Déjà que l'ambiance n'est pas terrible au sein de la NUP, pourquoi imposer à vos partenaires quelqu'un dont ils ne veulent pas? Non, mais nous n'imposons rien. Ah bah si. Attendez, je vais vous répondre. La NUPES, la NUP, on l'appelle comme on veut, c'est un rassemblement qui regroupe 4 organisations politiques. À l'Assemblée nationale, c'est un intergroupe dans lequel siègent 4 groupes politiques. Nous avions proposé, nous, initialement, qu'il y ait un seul groupe. Il y a 4 groupes différents. À partir de ce moment-là, chacun de ces groupes peut prendre des options, des décisions en toute autonomie et en toute indépendance. Pour le reste,
les socialistes disent par exemple, et je crois que c'est la position aussi des écologistes, qu'Adrien Quatennens ne peut pas occuper de responsabilité au sein de l'intergroupe de la NUPES, je crois pouvoir dire que ce n'est pas son intention et que ce n'est pas sa volonté. Donc ça ne sera pas le cas. Je ne veux pas parler à sa place, mais les responsabilités... S'il le voulait, s'il le souhaitait, vous le refuseriez. Mais non, mais les responsabilités au sein de l'intergroupe de la NUPES, c'est-à-dire les personnes qui participent de cet intergroupe, c'est tous les mardis matins que nous faisons ces réunions, elles sont déjà identifiées et il n'y a pas de raison aujourd'hui de changer les personnes qui y participent. Adrien Quatennens n'aura pas de responsabilité dans l'intergroupe de la NUPES. En tout cas, c'est pas prévu, non ? Cet épisode, en fait, illustre assez bien ce que vous reprochent vos partenaires. Si l'ensemble de la NUP avait voté, manifestement, il n'aurait pas été réintégré. Est-ce que l'union, ça peut être quand ça vous arrange, vous exigez des choses de la NUP, et seulement quand ça vous arrange? D'abord, vous faites une supposition, une hypothèse que vous ne pouvez pas vérifier. Certes, il y a 151, mais qui est probable. Non, il y a 151 députés de la NUPES à l'Assemblée nationale. Il y en a 75 qui participent du siège du groupe de la France Insoumise. Ça, c'est l'état des choses. 15 ont déjà voté contre chez vous. Elles sont vérifiables. Après, je crois que ce débat, il existe dans notre groupe. Il existe dans tous les groupes de la NUPES. Maintenant, vous me posez une question sur le fonctionnement de cet intergroupe de la NUPES. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, nous avons été ceux qui ont proposé qu'il y ait un seul groupe de la NUPES. Ça a été refusé par les autres groupes. Vous voyez bien ce que je veux dire. Attendez, ils vous le disent, les insoumis veulent décider de tout. Non, et là, en l'occurrence, vous décidez contre leur avis. Nous décidons de ce qui est de l'ordre des décisions de notre groupe parlementaire, et ça me paraît assez logique. Et puis les socialistes décident de ce qui leur appartient, les communistes. Donc si Martine Froger, la députée élue dans l'Ariège, intègre le groupe PS, vous l'accepterez? Mais attendez, moi j'ai dit ce que je pensais de cette situation. Mais les socialistes ont déjà répondu à cette question, Gilles Bernstein. Vous pouvez, si vous voulez, faire de la politique fiction. Mais ils ont dit qu'il appartenait dans la déclaration de principe du groupe socialiste la participation à la NUPES. Et comme Martine Froger dit qu'elle ne veut pas siéger de la NUPES, c'est elle-même qui en réalité se met en dehors du groupe socialiste, si j'ai bien compris. Maintenant, cette décision ne m'appartient pas, elle appartiendra aux députés socialistes. Il reste 3 dodos, si je puis dire, avant la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, puisque c'est attendu vendredi. Est-ce que vous avez confiance dans l'indépendance du Conseil constitutionnel qui doit juger en droit? Et certains disent, en fait, c'est tellement important qu'il ne jugera pas en droit, mais qu'il va faire de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que si le Conseil constitutionnel juge en droit, je considère que nous avons apporté des éléments suffisants pour qu'il censure totalement ce texte de loi. Que ce soit sur la procédure législative qui a été utilisée, c'est-à-dire introduire le texte des retraites dans un projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est un détournement de la Constitution, que ce soit le recours à l'article 47.1, puis au vote bloqué au Sénat, puis à l'article 49.3 à l'Assemblée nationale. Je considère que les conditions normales de sincérité des débats n'ont pas été réunies. Donc je pense que s'il juge en droit, il devrait annuler ce texte de loi. S'il ne l'annule pas, c'est qu'il n'aura pas jugé en droit. De mon point de vue. Après, je ne suis pas juriste, je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel. Mais je vais aller au bout de la question. Quelle que soit la décision que prend le Conseil constitutionnel, notre opposition à la réforme des retraites restera entière, totale. Je vais vous reposer la question, mais je voudrais qu'on écoute Laurent Berger d'abord, parce qu'il a dit à Élise Lucet, qu'il interviewait lors d'une manifestation, que, eh bien, quand même, il y aura un avant et un après décision du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel valide la loi et s'il n'ouvre pas la porte à un référendum d'initiative partagée, on se comportera en conséquence. C'est-à-dire ? Il y a un moment donné, de toute façon, on ne va pas emmener les gens dans le mur. Donc on verra bien ce qui se passe. Si la loi est promulguée, ce sera d'autres types d'actions qu'il faudra mener. Il faudra amener les choses sur la réalité du travail, notamment on nous parle d'usure, etc. On fera ce travail-là, il n'y a pas de problème. Vous irez à la on n'est table pas en des train de devenir des factions ou des factions, comme le président l'a dit. On est des gens qui avons toujours respecté la légalité, etc. Mais jamais un mouvement social a été traité de la sorte. Vous auriez dit la même chose ? Sans doute pas avec ces mots. Laurent Berger, il dit la manière avec laquelle il le voit. Il participe d'une intersyndicale. Donc, on ne va pas emmener les gens dans le mur, dit-il. Non, mais personne. Continuer serait emmener les gens dans le mur. Non, personne ne veut emmener les gens dans le mur. Mais ce qu'il faut dire, et c'est peut-être un point de divergence où j'aurais pas dit les choses exactement de la même manière que Laurent Berger, c'est même si le Conseil constitutionnel juge que le texte de loi est constitutionnel, que ça ne nous contraint pas à dire qu'on devient d'accord avec le texte de loi. Donc on a tout à fait le droit, sans pour autant ne pas respecter quoi que ce soit, on a tout à fait le droit de continuer à s'opposer à ce texte de loi, à considérer que la manière avec laquelle il a été mis en place est un passage en force inacceptable. Absolument, Emmanuel Bompard, c'est pas ce qu'il dit. Il laisse entendre que continuer à s'opposer, continuer à descendre dans la rue, continuer à demander aux gens de faire grève,
ça serait, alors que la décision est validée par le Conseil constitutionnel, qu'on soit d'accord ou pas, ça serait emmener des gens dans le mur. Est-ce que vous allez continuer la mobilisation, même si le Conseil constitutionnel... Moi, je souhaite que la mobilisation se poursuive, même si le Conseil constitutionnel juge que le texte est valide d'un point de vue de la Constitution, parce que je pense que l'opposition à ce texte est très forte, parce que je pense qu'il n'a pas de légitimité parlementaire, il n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, parce que je pense qu'il est rejeté par l'ensemble des organisations syndicales de salariés. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un moment, il faut s'arrêter. Oui, mais d'accord, mais celui qui doit s'arrêter, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Oui, il faut s'arrêter. Monsieur Macron, il faut s'arrêter. Voilà. Il faut arrêter de passer en force. Okay, il faut arrêter d'imposer aux gens une réforme dont ils ne veulent pas. Vous n'êtes plus du tout d'accord avec Laurent Berger. Mais je ne sais pas. Laurent Berger dit ça. Il y aura une décision sans doute de l'intersyndicale. Et si l'intersyndicale appelle à poursuivre la mobilisation, nous les soutiendrons. Et si l'intersyndicale dit autre chose, eh ben peut-être que nous prendrons nos propres initiatives. Et ça ne sera pas un drame. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, la mobilisation doit se poursuivre pour faire en sorte que ce texte soit retiré. C'est ce que demande encore une fois une très large majorité des Françaises et des Français. Ceux qui sont du camp de la démocratie dans cette situation, ceux qui défendent l'idée que la population française est opposée à cette réforme et donc qu'elle ne doit pas voir le jour. Excusez-moi de vous le dire, mais aujourd'hui, je crois que c'est la position que j'exprime. Je voudrais vous faire réagir à une déclaration de Fabien Roussel qui a parlé de frontières passoires. C'était en meeting, ou plutôt lors de son congrès, je crois, le congrès du Parti communiste. Franchement, regardez ce qu'ils ont fait de notre pays ces dernières années. Ils ont mis la France sur le bon coin. Ils ont signé des traités de libre-échange à tour de bras. Ils ont transformé nos frontières en passoires et ouvert la France aux quatre vents, aux marchands et à la finance. Europe, passoire, frontières, passoire. Est-ce qu'il a raison ? Non, d'abord, je pense que il faut se rappeler que cette semaine, c'est une semaine cruciale sur le sujet qu'on venait d'évoquer, c'est-à-dire la bataille des retraites. Et donc, je considère personnellement que tout ce qui sert de diversion, parce que je vois bien que le gouvernement cherche à tout prix à trouver d'autres sujets pour passer à autre chose et essayer de tourner la page de cette bataille sur les retraites. Donc je considère que tout ce qui sert de diversion ne rend pas service au mouvement social et aux Françaises et aux Français qui sont opposés à cette réforme des retraites. Donc de ce point de vue-là, je n'ai nullement l'intention de polémiquer avec ce qu'a dit Fabien Roussel, parce que je pense que ça contribuerait à faire exister ce sujet, alors que je pense que notre priorité cette semaine, ça doit être de s'opposer, de continuer à se mobiliser. Il y a une journée de mobilisation très importante jeudi, il y a la décision du Conseil constitutionnel vendredi. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est poursuivre la mobilisation pour obtenir le retrait de ce texte. Plusieurs sondages concordants ont été publiés la semaine dernière. Alors, on a essayé de résumer dans un panneau. Si le premier tour d'une présidentielle avait lieu aujourd'hui, on va voir les chiffres. Marine Le Pen, eh bien, elle ferait 29 à 36%. Elle a fait 23%, donc elle augmente considérablement. Jean-Luc Mélenchon, 17 à 20, alors qu'il a fait 22%. Il y a plusieurs chiffres parce qu'il y a plusieurs hypothèses testées pour le candidat de la majorité, puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Et la majorité ferait 9, ça c'est François Bayrou, ou 26 si c'était Édouard Philippe. Autrement dit, la Macronie régresse, ça c'est incontestable. La Macronie régresse, je vois que ça vous fait marrer. Il y a un an, vous aviez... Il y a un an, sourire que vous commentiez les sondages. Mais il y a un an, vous aviez été battu d'un tout petit point par Marine Le Pen. Là, dans la meilleure des hypothèses, la moins mauvaise pour vous, vous êtes battu de 9 points par Marine Le Pen. Qu'avez-vous raté depuis un an pour que l'alternance, qui semble la plus crédible aujourd'hui, soit Marine Le Pen? Gilles Bernstein, puisque vous n'avez pas une mémoire de poisson rouge, vous m'avez évoqué ce qui s'est passé il y a un an. Est-ce que vous vous rappelez ce que disaient les sondages le jeudi et le vendredi de la dernière semaine? Manuel Bompard, vous êtes un très fin observateur des sondages, je suis d'accord avec vous. Oui, il ne disait pas que Jean-Luc Mélenchon serait aussi haut. Il disait que Jean-Luc Mélenchon serait entre 16 et 17%. Jean-Luc Mélenchon a fait 22% des voix. Est-ce que vous prétendez... Là, vous me demandez de commenter des sondages dans lesquels Jean-Luc Mélenchon est annoncé entre 17 et 20%. Donc, comme c'est pas ce que je vous demande. Si, vous me demandez de les commenter. Ce que je vous dis, c'est qu'il y en a une qui profite incontestablement de la période. Dans tous les sondages, c'est Marine Le Pen. Vous êtes un lecteur trop fin, trop avisé des sondages pour prétendre que ça ne veut rien dire. Mais je suis précis, comme je suis un lecteur assez avisé des sondages, je me rappelle que régulièrement, entre deux élections présidentielles, vous avez des sondages qui amènent Marine Le Pen à plus de 30% des voix à l'élection présidentielle, et la dernière fois, elle a fini à 23%. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas. Ce que je vous dis, c'est que il me semble que la nouvelle Union populaire, écologique et sociale que nous avons contribué à construire, je pense, peut être l'alternative d'autres. Pour l'instant, c'est elle qu'elle. Et je travaille. Pour l'instant, c'est elle que ça convaincre les Françaises
Françaises et les Français. Pourquoi vous dites ça? Il y a eu 4 élections législatives partielles depuis le mois de juin. Vous êtes d'accord? Il y a eu 4 élections législatives partielles depuis le mois de janvier. D'accord? Marine Le Pen a perdu un député. La NUPES, rassurez-vous, on en a perdu un, on en a gagné un. Mais je ne suis pas là pour me rassurer ou m'inquiéter. Mais vous êtes en train de commander des sondages qui, la dernière fois, se sont trompés de 5 points sur le score de Jean-Luc Mélenchon. On peut voir l'idée que je peux faire, je peux juste les prendre avec un petit peu de prudence. D'accord, j'accepte tout à fait cette idée et vous avez raison, il faut les prendre avec prudence. Maintenant, est-ce que vous pouvez nier que la situation politique aujourd'hui profite davantage à Marine Le Pen qu'à vous? Non, je ne crois pas ça, mais j'observe un phénomène et il me préoccupe. Qu'est-ce qu'il faut changer? J'observe un phénomène et il me préoccupe, j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il faut changer dans votre manière de vous opposer? Qu'est-ce que vous devez changer, vous, pour que dans 1 an ou dans 2 ans, les sondages, ça soit l'inverse? Mais moi, je sais pas, la question, c'est pas qu'est-ce que je vais changer. Je suis pas là pour culpabiliser sur ce que je fais avant. Je me pose la question de qu'est-ce que je fais demain pour essayer de faire en sorte de pouvoir gagner. Eh ben, je pense qu'il faut approfondir la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il faut faire en sorte qu'il y ait une liste commune de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans toutes les prochaines élections. Jusqu'à Cazeneuve. Il faut continuer. Non, mais Bernard Cazeneuve a quitté le Parti socialiste en opposition à la NUPES. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique maintenant que Bernard Cazeneuve va rejoindre la NUPES, mais ça n'a pas de sens. Donc je pense que la NUPES n'est pas dépassée, contrairement à ce qu'a dit Philippe Poutou et Olivier Besancenot, il faut les prendre sur une liste aux européennes? Mais si Philippe Poutou, Olivier Besancenot souhaitent rejoindre la nouvelle Union populaire écologique et sociale, j'y suis favorable, personnellement. Alors Cazeneuve, c'est non. Mais parce que... Mais Poutou et... Mais on fait pas du bricolage, Gilles Bornstein. Et Besancenot, c'est oui. C'est est-ce qu'ils sont d'accord avec le programme que porte la nouvelle Union populaire écologique et sociale? Par exemple, est-ce qu'ils sont favorables avec l'idée qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans? Je crois que c'est la position de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot. C'est pas la position de Bernard Cazeneuve. Bon, la question c'est, on se rassemble quand on est d'accord sur le programme. La question c'est pas parce que j'aime pas un tel ou j'aime pas une telle. La question c'est est-ce qu'ils sont d'accord avec les propositions que nous portons? Et comme je prends au sérieux les gens, j'observe que Bernard Cazeneuve n'est pas d'accord avec ces propositions-là, tout simplement.